Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo, accompagnés aujourd'hui de Marion du podcast Aegyptus. Voici donc une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Si je vous dis du haut de ces pyramides, 40 siècles de contemple, vous me répondez Napoléon durant la campagne d'Égypte. Car aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons de Champollion à l'occasion du bicentenaire du décryptage des hiéroglyphes, mardi dernier, le 27 octobre. Bonjour Méline, bonjour Marion. Bonjour à tous, bonjour Théo. Jean-François Champollion est né à la fin de l'année 1790, alors que la Révolution française fait rage dans le pays. Élevé principalement par son grand frère, il rentre à l'école en 98 où, malgré son mauvais caractère, son précepteur l'ouvre à la culture, à l'antiquité et à l'histoire naturelle. C'est son frère et son précepteur qui, tous deux cultivés, vont donc lui faire découvrir de nombreuses langues et un goût pour l'Orient, qui lui transmet le goût de l'archéologie. Les deux frères se passionnent donc pour l'Égypte. Il faut dire qu'en 1798, la campagne d'Égypte menée par le jeune général Bonaparte a remis au goût du jour l'Égypte en France. Expédition tout d'abord militaire visant à couper le commerce britannique, Bonaparte y double une expédition scientifique. Qui sera un bien meilleur succès que la campagne militaire. Oui, lancée sous le Directoire, elle rassemblera 40 000 personnes, sur plus de 400 navires, en direction d'Alexandrie. Même s'ils prendront Malte au passage, un peu comme Richard Cœur de Lion, durant la Troisième Croisade. Après s'être emparés d'Alexandrie, les troupes vont descendre le fleuve du Nil, suivies par une flottille transportant leurs vivres. Après une escarmouche sur le Nil, les troupes du Directoire vont suivre les Mamelouks, des mercenaires d'origine musulmane, et vont les mettre en déroute devant les pyramides de Gizeh. C'est là que la propagande napoléonienne nous raconte que Bonaparte avait rangé ses soldats devant les pyramides et aurait dit « Soldats, songez que du haut de ce monument, 40 siècles vous contemplent, en même temps qu'il donnait l'assaut sur des ennemis presque en déroute. » Alors que l'armée française n'est maître que du terrain égyptien, l'expédition scientifique a quant à elle créé l'Institut d'Égypte, visant à propager les idées des Lumières en terrain conquis. Les scientifiques de l'expédition égyptienne font de nombreuses découvertes, notamment le fait que les pyramides ne soient pas des coffres forts, mais bel et bien des tombeaux. Les soldats français, scientifiques et artistes découvrent une culture différente et bien ancrée. Ils retrouvent des temples enfouis, certes, mais mettent au jour de nombreuses stèles, peintures et sculptures antiques. Depuis la conquête égyptienne par l'Empire musulman ottoman, puis par les Turcs et enfin par les Anglais, les Égyptiens avaient perdu les traces de leur passé. C'est ce passé retrouvé et rendu qui fit des Français des héros aux yeux des Égyptiens, malgré la défaite face aux Anglais. Mais la plus belle des découvertes fut la pierre de Rosette, à Al-Rachid. Oh, Champollion n'y était pas, mais une copie de la pierre lui fut rapportée. Et puis, quand il y a Napoléon dans les parages, son ombre plane partout, aidé par sa propagande. On le voit entre autres rendre visite à des pestiférés de Jaffa, comme le nom du tableau d'Antoine Jean Gros, qui le pose en guérisseur, un peu comme les rois de France. Mais sa propagande se fait aussi par les journaux qui sont faits pour soutenir le moral des troupes. Niveau communication, c'est un peu comme aujourd'hui en Russie. Rien n'a changé. Les victoires sont grandement mises en valeur, voire exagérées, et les faits passés sont sous silence. Napoléon va rentrer à Paris le 8 octobre 1779. Bien que ses soldats 1799. Bien que ses soldats le croient parti chercher des renforts, c'est un voyage sans retour qu'il effectue. Un mois après, ce sera l'heure du coup d'État du 18 Brumaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et tout de suite, écoutons un peu Napoléoné de Serge Lama. Vous venez d'écouter Napoléoné de Serge Lama. Pour revenir à Champollion, il se passionne pour les hiéroglyphes au lycée, après avoir rencontré Dom Raphaël et Monachis ayant participé à la campagne d'Égypte. En 1807, il part à Paris, les enseignements spécialisés de Grenoble étant très limités. Il suit plusieurs cours de langue, que ce soit au Collège de France ou à l'école des langues orientales. Cela passe des cours d'arabe à ceux de persan en passant par l'hébreu. Il était doué, et ça, sans nul doute, son prof d'hébreu le laissant assurer le cours lors de ses absences. À noter que Champollion savait parler pas mal de langues antiques, comme le grec, le latin, mais aussi des langues plus modernes, donc comme l'arabe,
ou le copte qu'il a appris presque tout seul. La copte, c'est une langue descendante de l'égyptien. Copte donc qu'il apprend à parler entre autres grâce à un prêtre égyptien connu comme Via Dom Raphaël, puis on raconte même qu'il savait si bien parler dans toutes ces langues qu'il aurait été pris par un arabe, par un arabe. Oui, et les hiéroglyphes resteront toujours dans un coin de sa tête. Bien qu'il n'y travaille pas tout le temps, il y pense et il y revient toujours un peu. D'ailleurs, il va très vite se procurer une copie de la pierre de Rosette. Bien qu'il se soit égaré sur les Étrusques, il se reconcentre vite sur les hiéroglyphes, entrant en concurrence avec Étienne Quatremer, qui a les mêmes ambitions. Sans grand résultat pour les deux hommes. En 1809, à peine 18 ans, il devient professeur à l'université de Grenoble, où il entre autres grâce à son frère, bibliothécaire de la ville. Les deux frères s'acharnent à percer le mystère des hiéroglyphes, élaborant des théories tout aussi farfelues les unes que les autres. Bref, l'Empire leur va bien. Ils aiment les salons, font des découvertes, analysent, vase canope et pierre de Rosette, commencent à déchiffrer grammaire et conjugaison. Et alors que la chute de l'Empire s'approche, ils s'accommodent de la première restauration. Mais les frères Champollion sont exilés à Figeac, entre 1 an pour l'aîné et 1 an et demi pour le cadet, après avoir soutenu Napoléon lors des 100 jours. Le frère de Jean-François, Jacques-Joseph, ayant été le secrétaire de Napoléon durant cette période. Là-bas, ils s'ennuient un certain temps, tournent en rond, ils finissent par fonder une école primaire. Une fois Jacques-Joseph reparti à Grenoble, il fera acheminer les affaires de Champollion à Figeac. Mais ils en reviennent en 1917, se refont des relations. Le truc, c'est qu'à Grenoble, les ultras montent. Et Jean-François va vouloir s'y opposer avant de partir dans la ville dans l'été 1821. C'est à cette période qu'il déchiffre vraiment de plus en plus de hiéroglyphes, découvrant ainsi les cartouches royaux de Ptolémée V ou de Cléopâtre. La légende raconte qu'il se serait même exclamé « Je tiens l'affaire !» avant de s'évanouir. C'est donc le 27 septembre 1822 qu'il a écrit une lettre à M. Dacier, le secrétaire de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, pour expliquer qu'il a découvert le système des hiéroglyphes. Et c'est cette date que nous commémorons la semaine dernière, le bicentenaire, car il s'agit de l'invention de l'égyptologie faite grâce à la copie de la pierre de Rosette, qui contenant même un texte en 3 écritures, grec ancien, démotique et hiéroglyphique. Il publie un peu plus tard un précis, où il détaille vraiment la langue, ouvre vraiment de nouvelles possibilités, mais comme toute nouvelle découverte, il est vivement critiqué. Robert Aron ne disait-il pas que toute nouvelle foi commençait par une hérésie? Les Champollion côtoient de plus en plus le cercle de la cour et Jean-François devient, en 1826, conservateur des collections égyptiennes au Louvre. Il va vivre son rêve d'aller en Égypte entre 1826 et 1829, étudiant tout ce qu'il voyait, confirmant que sa traduction des hiéroglyphes fonctionnait bien, et rentrant en France, il subira une quarantaine qui n'a pas arrangé son état de santé. Il est aussi nommé à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, comme une consécration pour celui qui fut directement ou par son frère en correspondance régulière avec l'Académie. Il meurt à Paris le 4 mars 1832, alors qu'il n'a que 41 ans et qu'il a obtenu quelques mois plus tôt la chaire d'antiquité égyptienne. Il est professeur, au Collège de France. À noter que vous pouvez, en cette année de bicentenaire, aller visiter le musée des langues à Figeac. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci encore à notre invité du jour, Marion. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Chateaubriand disait également, les hiéroglyphes, un sceau mis sur les lèvres du désert. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. À très bientôt.